Alors bonjour à tous. Bernard, je vais te laisser te présenter avant que tu parles beaucoup. Tu veux que je le fasse maintenant? Te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc je suis Bernard Boutboul, je dirige un cabinet qui s'appelle Gira Conseil. Et nous sommes, comment je pourrais dire, nous accompagnons tous les acteurs qui gravitent autour de ce secteur, que ce soit des restaurateurs, que ce soit des fournisseurs ou que ce soit du monde financier, institutionnel, enfin bref, tous les gens qui se posent des questions sur ce secteur. Et à propos des restaurateurs, nous les accompagnons sur tout ce qui est marketing, stratégie et développement. Bref, la seule ligne du compte de résultat sur laquelle nous intervenons, c'est le chiffre d'affaires. Partout où on passe, il faut qu'il monte dans les meilleures conditions de rentabilité. On peut résumer ça comme ça. D'accord. Alors, dans le cadre du salon, effectivement, on nous a sollicité pour faire plusieurs conférences prospectives. Et donc, celle-ci, c'est consacrée à la restauration, qui est ton domaine. On traite beaucoup l'un et l'autre, en plus toi que moi, du secteur de la restauration. Ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les nouvelles tendances du secteur. En gros, il suffit de se promener un petit peu, surtout dans l'autre hall, pour se rendre compte que l'offre est immense en restauration, d'année après année. Quels sont les nouveaux segments porteurs, selon toi, de la restauration? Est-ce qu'il y en a? Alors, est-ce qu'il y a des segments porteurs? C'est la question. J'aurais tendance à dire qu'il y a plein de segments porteurs. Alors, ça peut paraître étonnant parce qu'on est en période de crise. D'abord, il faut savoir que la restauration hors domicile, on l'appelle comme ça, n'a jamais été en décroissance, même avec les périodes de crise alimentaire, de crise économique et de crise financière. J'aurais même tendance à dire qu'elle est juste freinée par la crise en termes de volume et en termes de sortie au restaurant. Donc il y a plein de possibilités aujourd'hui, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que cette restauration hors domicile est en pleine mutation depuis une petite dizaine d'années. En mutation sur quoi? En mutation par rapport à un consommateur qui a radicalement changé son rapport à l'alimentation, et particulièrement à son alimentation hors domicile. Et de l'autre côté, on a affaire à des créateurs, des innovateurs, des gens qui vraiment innovent dans la restauration en créant des nouveaux concepts, des nouveaux modes de distribution, pas des nouveaux produits, parce que les Français sont très classiques et traditionnels dans ce qu'ils mangent. Je crois qu'on ne peut pas être très aventurier dans ce qu'on leur donne à manger. En revanche, dans les lieux, dans les modes de distribution, dans les concepts, dans les approches marketing, aujourd'hui, tout est possible. Et tous ceux qui osent aujourd'hui, tous ceux qui tentent, passent en ce moment, tous ceux qui restent sur leurs acquis, sur leurs préjugés, sur leur historique et sur leur façon de faire il y a encore 5 ans, 10 ans ou 15 ans, malheureusement, passent pas très bien en ce moment parce que c'est l'innovation qui est porteuse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Mais tu vas compléter ta réponse. Comme toi comme moi, quand on se promène depuis hier sur le salon, on voit quand même qu'il y a des nouveaux marchés, des nouveaux segments. On en voit tous les ans. Je pense notamment au frozen yogurt, au bagel. Ici, c'est peut-être un peu moins présent, mais on voit qu'il y a une tendance. Est-ce que c'est une niche de marché? Est-ce que ça va être les grands ou gros marchés de demain? Est-ce qu'on peut le savoir déjà? Alors, je vais parler de 2 produits que tu viens de citer, le frozen yogurt et le bagel. Alors, je vais commencer par le bagel. Il faut savoir que la France est un pays où dès que vous mettez un morceau de protéine entre 2 morceaux de pain, ça fait un carton. Regardez le sandwich, regardez le panini, regardez le burger, regardez le bagel. Les Français s'arrachent de plus en plus le bagel, alors que ça, c'est pas du tout dans notre ADN. Mais pour les Français, ce n'est qu'un sandwich rond avec un trou au milieu, tout simplement. Bref, tout ce qui est protéines entre 2 morceaux de pain, ça cartonne. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Les Français sont des gros consommateurs de pain. Donc, il est très difficile aujourd'hui de faire du business dans la restauration sans avoir du pain. Alors, le frozen yogurt est un excellent exemple. Parce que, d'abord, c'est un très bon produit, c'est un produit très innovant. Le seul désavantage qu'il a, c'est que pour le modèle économique de l'établissement, je me pose toujours la question, pour ces monoproduits extrêmement forts, comment est-il possible de faire un chiffre d'affaires suffisant et conséquent tout au long de la journée pour rentabiliser des fonds de commerce qui sont de plus en plus chers avec des loyers de plus en plus élevés. C'est ce qui m'embête toujours dans les spécialistes monoproduits, aussi bons soient-ils, parce que leur yaourt est vraiment superbe. Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose, par exemple, du segment des coffee shops?
Non, on peut. Je pense à Starbucks, Columbus. Oui, tout à fait. Alors c'est une bonne question. On s'aperçoit que ceux qui sont dans le coffee shop développent leur chiffre d'affaires depuis qu'ils ont élargi autour du café. Alors je pense à Columbus Café, qui est un excellent exemple, qui depuis un certain nombre d'années, autour du café, développe aussi bien du sucré que du salé dans sa gamme food. Avec en plus une spécialité qui est en train de se faire au fil des années, et ça c'est très important d'en avoir une. Lui, il a choisi le muffin, la Micaline a choisi le cookies. Enfin bref, il faut avoir aujourd'hui une gamme food, et plutôt une gamme food élargie. Alors, je reste toujours sur le café, mais il y a aussi des gens comme Illy Café, Zegafredo, Costa, avec des gros projets. Là aussi, ils vont être obligés d'élargir, de compléter leur offre, selon toi, pour... Je pense qu'ils vont être obligés parce que le café est extrêmement porteur en France de ce côté-là. Il n'y a vraiment pas de souci. Je vous rappelle que le café, bar, brasserie, le troquet du coin, comme on l'appelle en France, ils étaient 200 000 en 1960. À l'heure où nous parlons, ils sont plus que 32 000. Donc nous perdons nos cafés les uns après les autres. Et toute cette génération-là d'acteurs prennent le relais du café du coin, chez qui on peut aller boire un très bon café, donc bravo. Variété de café qui n'est pas toujours encore dans notre habitude. Je parle des cappuccinos, des frappuccinos, des latte macchiato, je ne vais pas tous vous les citer, mais ça peut venir tout doucement. Mais c'est insuffisant toujours, encore une fois, pour couvrir un chiffre d'affaires assez important pour rentabiliser l'opération. Alors c'est vrai que Starbucks a plus du mal à ouvrir que Columbus Café, par exemple. Columbus Café a beaucoup ouvert sa gamme. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on peut s'attendre à une explosion des nouveaux formats de restauration rapide avec de plus en plus de produits proposés par enseigne? Alors, les nouveaux formats, oui, parce que ça revient à ce que je disais précédemment, les fonds de commerce étant de plus en plus chers, on peut se demander s'il ne serait pas intéressant de faire des établissements beaucoup plus petits. Cela dit, il faut faire très attention quand on fait du plus petit, parce qu'à force de faire du petit, on rencontre un autre problème qui est très français, c'est que comparé aux anglo-saxons, aux Américains, il faut savoir que la vente à emporter aux États-Unis est quasiment identique à la vente à emporter en France. Bref, les Français sont fans de vente à emporter, avec une différence qui est très importante, c'est que les Français ne sont pas nomades. Les Français, lorsqu'ils prennent de la vente à emporter, il faut qu'ils se posent plus ou moins confortablement pour manger ou boire ce qu'ils ont acheté. Alors qu'aux États-Unis, ils sont vraiment nomades, ils mangent et boivent en mouvement, pas nous. Ça a une conséquence sur le modèle économique des établissements de restauration rapide en France, c'est qu'il est hors de question de ne pas avoir de place assise en France quand on fait de la restauration rapide, parce que les gens ont besoin de se poser plus ou moins confortablement. Et au niveau des nombres de produits proposés, effectivement, tu avais sorti un chiffre lors d'une conférence qu'on avait fait. On est passé de 2 produits à 35 aujourd'hui, différents sur le marché de la restauration rapide. C'est quoi les derniers produits les plus... On a parlé du bagel et du frozen yogurt, mais selon toi, ça va encore progresser? Il y a encore des nouveaux produits qui peuvent sortir sur des niches de marché? Tout à fait. Les 2 produits dont parle Samuel, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre 1972 ou 1979, il y a une bagarre sur la date d'arrivée de McDonald's en France, enfin bref, et 2001, la France a vécu avec 2 produits de restauration rapide, un hamburger et un sandwich. Un hamburger emmené par McDo et Quick, et un sandwich emmené par Brioche Dorée, Paul et consorts, parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs chaînes dans le sandwich que dans le burger. Et soudainement, en 2001, avec l'arrivée d'un acteur dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Alain Cogent, la France est passée de 2 produits à 35 produits à l'heure où on se parle. Il y a du ceviche, du homard, du wok, des pâtes. Les pâtes ont été inventées par des Alsaciens. Les Américains n'ont pas 35 produits de restauration rapide. La France se réveille au niveau de la restauration rapide, se réveille avec une diversification et une montée en gamme en qualité de sa restauration. Et ça, c'est très très bien, et ça va dans le bon sens. Les Français étant de plus en plus pressés, ils veulent aujourd'hui avoir des produits de haute qualité distribués rapidement. Et je dis bien distribués rapidement, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient l'avaler rapidement. Attention, il faut bien faire le distinguo en France entre la vitesse de distribution et la vitesse de consommation. Un produit, est-ce que le futur produit tendance, est-ce que ce serait le hot dog? On voit pas mal de concepts. Alors, je pense à Little Fernand, lancé par les gens de Big Fernand, mais il y en a plein d'autres dans les rues de Paris. Alors, il y a quelque chose effectivement qui m'échappe sur le hot dog, puisque je vous disais précédemment que dès qu'on met une protéine entre 2 morceaux de pain, ça fait un carton. Alors, je ne vais pas répéter, mais le burger, le panini, le sandwich, le bagel.
Et le hot dog est tenté depuis 2-3 ans en France et ça décolle pas. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que, alors, soit les gens qui font du hot dog font du mauvais hot dog. Je suis pas sûr. Il y a des Il y en bons a hot sur le dogs. salon, attention. Hein. Non, mais je pense qu'ils font un bon produit. Pourquoi le français décolle pas avec le hot dog J'ai pas la réponse, franchement, mais je m'interroge. Mais est-ce que là, on va pas être aussi dans un cas de figure, même si ça se met à fonctionner, on est très très monoproduit. Le burger, on va dire, c'est assez monoproduit, mais il y a quand même plusieurs déclinaisons, alors que le hot dog, je sais pas, on va pas mettre une carte avec 10 références. On a bien des cartes avec 10 références sandwich, on a bien des cartes avec plusieurs déclinaisons du burger. Alors je sais bien que mais enfin, les gens qui vendent ces produits-là n'ont pas une diversification de produits, donc je m'interroge beaucoup sur le hot dog. Le hot dog doit fonctionner et je pense qu'il fonctionnera. Alors il y a un truc qu'il faut débloquer, mais quand ça va se débloquer, ça va partir, il n'y a pas de problème. Alors il y a aussi, dans les différentes évolutions et tendances qu'on a vues, c'est un peu les évolutions des modes de distribution, c'est-à-dire autant les Français, comme tu disais, ils ne consomment pas dans la rue, mais aujourd'hui on a on a un choix immense si on veut s'acheter un sandwich ou entre les pétroliers, les circuits alternatifs. Est-ce que ça, comment tu l'analyses et est-ce que ça va encore se développer de plus en plus? Oui, aujourd'hui, Parce que pour les gens qui vont peut-être ouvrir un restaurant ou un point de vente, ils se posent cette question. Si j'ouvre et demain, dans le relais d'en face chez moi, ils proposent des sandwichs qui sont les mêmes. la France a véritablement, depuis une dizaine d'années, basculé dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à de l'américanisme, mais pas du tout. Je m'explique. Il fut une époque où on ne pouvait manger que dans des établissements qui étaient dénommés comme restaurants ou restaurants rapides. Aujourd'hui, il y a un segment qu'on a appelé les circuits alimentaires alternatifs, parce que ce ne sont pas des restaurateurs, ils ne veulent pas qu'on les appelle comme ça. Je pense aux pétroliers, je pense aux magasins, je pense au cinéma, je pense aux métiers de bouche, les boulangers. Tous ces gens-là réunis pèsent aujourd'hui, tenez-vous bien, 14% du marché de la restauration France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 14% de 87 milliards d'euros. La presse en parle jamais. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne veulent pas qu'on parle d'eux en tant que restaurateurs. Les pétroliers nous disent mon job c'est de vendre du carburant, pas des sandwichs. Le cinéma dit mon job c'est de vendre des places de cinéma, pas du sandwich. Enfin bref, aujourd'hui on peut manger pratiquement partout. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Donc, et on voit même aujourd'hui un consommateur qui va de moins en moins au produit. Et il attend que le produit vienne à lui. D'où la tendance aujourd'hui des mobiles et des trucks. Que le produit aille au plus près du consommateur, là où il est, au moment où il en a besoin, est un axe aujourd'hui de développement extrêmement important. Donc la concurrence aujourd'hui, quand on a un restaurant, est rude, beaucoup plus rude. Et votre concurrent demain n'est peut-être pas le concurrent que vous aviez hier. Et le fait que justement que dans ces circuits alternatifs, certains, je pense les pétroliers, les gares, aéroports, zones de fret, fassent de plus en plus appel à des marques, ce qui est quand même une tendance. Aujourd'hui, on peut s'arrêter sur autoroute et aller chez Quick, chez McDo, chez la Micaline, chez Mezzo di Pasta, chez El Rancho, chez Courtepaille, j'en cite que quelques-uns. Mais est-ce que ça va dans la voie, genre, circuit alternatif avant c'était en gamme, pas terrible, et donc pour monter en gamme, on s'appuie sur des marques de référence. Est-ce que ça, on peut voir, est-ce que les enseignes, on va les voir encore davantage, selon toi ? Oui, c'est la SNCF, je devrais dire, dans les gares qui a ouvert le feu il y a environ une petite quinzaine d'années, on va dire, en remplaçant l'indépendant du coin qui tenait la brasserie de la gare par des enseignes de chaîne, que ce soit en service à table ou en restauration rapide. Ça a eu comme objectif, effectivement, d'abord d'avoir des concepts plus ficelés, plus terminés, plus marketés. Et ça a aussi eu comme impact de rassurer le client et d'augmenter considérablement les chiffres d'affaires. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on va voir encore plus de marques dans les gares, aéroports, autoroutes, ou est-ce qu'on va avoir une arrivée de nouveaux acteurs qui ne sont pas automatiquement des acteurs à développement réseau? On va voir comment ça va se passer. Y compris, puisque tu parles des gares, y compris dans les trains. On voit qu'il y a eu une vraie volonté de monter en gamme. Dans les faits, ce n'est pas toujours le cas, mais tout du moins, il y a une... Tout à fait. Il y a un fait récent qui est très étonnant et qui est intéressant à suivre. La SNCF vient de faire monter à bord de ces TGV des gens comme Delimonop, comme Bocaux, ou comme Paul. Bocaux, tu peux peut-être préciser, nous on connaît, mais... C'est vrai que tout le monde ne connaît peut-être pas Bocaux. Bocaux
à mon sens, est un concept qui participe à la grande mutation de la restauration. En deux mots, Vincent Ferniaud, qui a créé ce concept Bocaux, a eu l'idée en 2010 d'aller demander à des copains à lui, alors je vais vous dire le nom de ses copains, ça va vous faire sourire, il a été demandé à Anne-Sophie Pic, Goujon, Renaud, qui sont des 3 étoiles Guide Michelin, ou Christophe Michalak et Conticini pour la pâtisserie, de leur faire des petites entrées, des petits plats et des petits desserts dans des bocaux B-O-C-A-U-X. Et il a créé Bocaux, B-O-C-O. Et pourquoi je pense qu'il participe à la mutation de la restauration, c'est que si McDonald's nous a amené la restauration rapide en 1979, si Cogent l'a montée en gamme en 2001, Ferniaud entame une mutation qui va être lourde de conséquences, c'est que c'est la première fois que la restauration rapide donne la possibilité de manger de manière structurée. Je m'explique. Jusqu'à présent, la restauration rapide était déstructurée, des sandwichs, des quiches, des soupes, des salades, des burgers. Maintenant, il est possible de faire entrée-plat ou plat-dessert, entrée-plat-dessert dans la restauration distribuée rapidement. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je m'amuse toujours à dire ça, on organisait jusqu'à présent des voyages d'études aux États-Unis pour montrer à des Françaises qui allaient arriver demain sur le territoire français. Aujourd'hui, on fait des voyages d'études dans Paris, à Nantes, à Bordeaux et à Toulouse avec des Américains et des Canadiens qui viennent pomper des idées chez nous. C'est quand même incroyable. Les Américains ont inventé la restauration rapide par le bas, les Français la réinventent par le haut. Et je trouve ça très très bien. Nous devenons un modèle d'innovation et de tendance au niveau mondial sur la restauration rapide. Je trouve ça fabuleux. Je reviens un petit peu sur les moments de consommation. Habituellement, on dit qu'il y a 3 grands repas. Il y a un petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais on se rend compte que les instants de consommation, les enseignes les sollicitent de plus en plus. Selon toi, parce que les gens peuvent se poser la question, qu'est-ce qu'il faut réunir pour que le point de vente, au-delà de l'enseigne, qu'est-ce qu'il faut réunir comme critère pour qu'un restaurant, un point de vente fonctionne bien et toute la journée ? Par rapport à ce que je disais précédemment, des fonds de commerce élevés et des loyers élevés, nous, on encourage et on accompagne nos clients pour essayer de travailler au maximum sur ce qu'on appelle les 6 moments de consommation alimentaire de la journée. Je vous les passe très rapidement. Vous avez le moment petit-déj, vous avez l'encas du matin, qui est un moment alimentaire qui monte de plus en plus, normal, puisque les Français petit-déjeunent très très peu. Donc il se trouve que vers 10h, 10h30, 11h, il y a un petit creux. Ce petit creux est compensé par du sucré. Ensuite, il y a le moment du déjeuner, qui est le 3e moment. Il y a un 4e moment qui pousse très fort en France, qui est la pause gourmande. C'est une pause dans l'après-midi qui est très sucrée, 100% sucrée, qui est une pause de compensation parce qu'on a mangé de moins en moins le midi et de moins en moins structuré. Donc évidemment, on a un petit creux à 15, 16h ou 17h. Il y a un 5e moment qui est pour l'instant pas assez travaillé en France, mais qui va faire un carton dans les années qui viennent. C'est ce qu'on appelle le frigo vide. Les Français se posent une question fondamentale à 16h, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir ? C'est une question fondamentale dans leur tête. Et sachant que leur frigo est de plus en plus vide, qu'ils rentrent de plus en plus tard à des heures différentes, qu'ils savent de moins en moins cuisiner, la tranche 17-20 heures est une tranche qui va, en termes de demande et de chiffre d'affaires potentiel, qui va littéralement exploser. C'est-à-dire que les Français vont devoir passer dans un commerce, appelons-le comme ça, qui soit alimentaire, restauration ou pas, peu importe, pour aller chercher et ramener à la maison quelque chose qui va leur permettre de dîner ce soir. Qui aujourd'hui dans les grandes agglos prend ce moment-là? Ce sont des limonopes, par exemple. Il y a les boulangers, ça y est, qui commencent à comprendre qu'entre 17 et 20, il faut arrêter de vendre que des croissants et une tarte au citron, peut-être faire du chaud, peut-être des plats à ramener à la maison. Et les restaurateurs, je les incite beaucoup à travailler ce moment-là, parce qu'on peut tout ramener à partir d'un restaurant à la maison le soir pour dîner. Et justement, est-ce qu'il y a des nouveaux concepts qui vont se lancer et on a eu des exemples comme Daily Trader il y a quelques années, qui était une offre complète un peu d'épicerie avec la possibilité de ramener des produits chez soi. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres tendances selon toi ? Alors pour l'instant... Parce que si je vais par exemple chez Brioche Dorée que je cite, si j'arrive à 17h, je repars soit avec un sandwich, soit avec une quiche. J'ai pas un repas pour moi le soir, ou alors je me trompe ? C'est exact. Aujourd'hui, pour travailler cette tranche 17-19 ou 17-20 heures, il ne faut pas avoir des produits de restauration rapide de midi, type sandwich, salade, etc. Il faut avoir quelque chose de plus conséquent. Et le plus conséquent pour amener à la maison, c'est obligatoirement du chaud.
Et c'est pas du chaud avec des plats cuisinés extrêmement sophistiqués, c'est du chaud avec des plats simples, de quoi se nourrir, mais il faut 2 items. C'est un plat accompagné de quelque chose de sucré. Alors, il y a une des tendances qu'on a pointées lors d'autres conférences, notamment sur le salon du Sandwich and Snack Show, c'est les acteurs de la service à table. Ça remonte peut-être à 2-3 ans. De plus en plus, les acteurs de service à table se mettent aux formules rapides. Je pense notamment à Léon Debé, qui est une déclinaison du concept Léon de Bruxelles, qui a ouvert dans Lyon en intramuros. Il y a El Rancho Express, il y a Delart qui teste également quelque chose dans l'Est de la France. Est-ce que ça, c'est une tendance de fond? Et pourquoi ils le font? Alors d'abord, ils ont raison de le faire, parce que quand on a des marques fortes, il faut penser à sa déclinaison. Ce que tu soulignes a beaucoup d'importance, parce que dans la mutation de la restauration, il se passe un autre phénomène, c'est que la restauration distribuée rapidement est en train de rencontrer le service à table. Je m'explique, la restauration rapide monte en gamme et le service à table devient de plus en plus abordable, en tout cas pour le haut de gamme. Ça veut dire que le service à table se met effectivement à faire de plus en plus de ventes à emporter, et la vente à emporter se met de plus en plus à travailler le service à table. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous allons de plus en plus vers des établissements qui ne seront plus soit de la rapide, soit du service à table, mais des établissements mixtes. Des établissements où il sera possible de consommer avec les 2 modes de distribution. Déjà, dans la restauration rapide, on voit de multiples modes de distribution. Je cite toujours un concept que je trouve très intéressant, qui est un concept sud-africain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Nandos. Ce sont des spécialistes de poulet. Et ils ont inventé, il y a de nombreuses années, le fait que vous arrivez au comptoir, vous commandez, donc à la manière de McDo et Quick, classique, vous payez, sauf que vous repartez avec rien. Vous allez vous asseoir, et à partir de là, démarre un vrai service à table. Ça, c'est vraiment quelque chose de très innovant. Il y a des acteurs qui commencent à y réfléchir sérieusement en France. Et je pense que la mixité des modes de distribution, c'est quelque chose qui va automatiquement devoir se développer, encore une fois, pour faire une augmentation du chiffre d'affaires à surface comparable. Ce que tu cites, il y a l'exemple de Brugger, ce que j'ai vu également à Rennes, l'enseigne du groupe Le Duf, où effectivement, c'est du bagel, on commande, on va s'asseoir et on est servi à table. Tout ça avec un ticket moyen qui reste dans l'ordre du restauration rapide. Est-ce qu'on peut tout... Alors, c'est bien beau, je comprends ce que tu veux dire, c'est que je suis un acteur du service à table, je vais me mettre à la vente à emporter, mais je veux dire, Léon de Bruxelles, on a eu un peu de mal à comprendre au début, parce que manger des moules en marchant, c'est pas très pratique. J'ai envie de dire, El Rancho, si on voit ce que c'est également, est-ce qu'il faut diminuer la carte? Est-ce qu'il faut l'adapter? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce qu'il ne faut pas faire des gammes plus courtes? Alors, prenons l'exemple de ceux qui ont décliné. Effectivement, il y a Léon de Bruxelles qui a créé Léon Debé rue Mercière à Lyon. Léon Debé, en vente à emporter, ne vend que des frites. Donc, il n'y a pas de moule à emporter, c'est que des frites. Donc, c'est vraiment une friterie à la mode belge, à la mode nord de la France. Et c'est très, très bien fait, avec de très, très bonnes frites, où les frites sont fabriquées devant nous, elles sont fraîches, etc. Voilà, c'est la friterie. El Rancho, lui, a décliné son concept de service à table en El Rancho Express. Il a réduit considérablement sa gamme. Alors, pas autant que l'a fait Léon de Bruxelles, mais il l'a réduit considérablement avec des produits faciles à exécuter, facile à emmener en termes de packaging. Donc il a dû éliminer un certain nombre de produits de sa carte. Mais on s'aperçoit que tous ceux qui déclinent aujourd'hui sont obligés de réduire leur gamme, c'est obligatoire. Est-ce que c'est dans cette logique que Red Hippo a été lancé par Hippopotamus, par le groupe Flow? Alors Red Depot, c'est une double approche, puisque Red Depot, on n'a pas du tout le même type d'assises et le même type de salle, mais en même temps, Red Depot, qui est une émanation d'Hippopotamus, a créé une vente à emporter où ils tentent de vendre du burger et des frites. Mais Red Depot, servi à table, a une carte beaucoup plus courte qu'Hippopotamus, mais beaucoup plus courte. Alors, on ne pourrait pas parler des tendances de la restauration sans aborder l'éternel sujet des food trucks, puisque là, on est vraiment clairement dans le produit tendance. Quel regard tu portes là-dessus? Au dernier point qu'on s'est fait ensemble, tu m'avais recensé combien? 120, 130 150 food trucks sur le territoire. Bon, après, il y a... Est-ce que ça, là, on n'est vraiment pas clairement dans un effet mode? J'ai envie de dire, le camion pizza, ça existe depuis des siècles.
j'exagère un peu. Mais est-ce que là, on est vraiment dans un effet de mode ou c'est vraiment une tendance? Si on regarde en dehors de Paris, hein, parce qu'à Paris, il y en a dans tous les coins de rue. Alors là, je pense qu'on a un souci de perception sur les trucks. Donc, je répète, il y a 150 trucks. Ce que j'appelle des trucks, c'est les camions, on est bien d'accord. Oui. En revanche, vous avez quelque chose comme 400 à 500 mobiles sur le territoire français. Alors, quel distinguo je fais entre un truck et un mobile? Le truck, c'est un camion. Les mobiles, vous avez des triporteurs, des vélos. Il y a énormément de choses qui se baladent en France. Deuxième préjugé qu'il faut qu'on s'enlève, sur les 150 trucks qu'il y a en France, il y en a 3 dans Paris Intramuros. 3 qui ont réussi à passer les mailles du filet de la mairie de Paris il y a 3-4 ans, puisque la mairie de Paris, la mairie de Bordeaux, de Toulouse, de Lille, etc., ont fermé les portes de leur ville sur les trucks. Ils ne veulent pas de trucks dans les villes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se développe? C'est en périphérie, dans les communes de périphérie, les trucks sont accueillis bras ouverts. Et je trouve que les trucks, les mobiles ou les petits mobiles, je le répète, sont une excellente idée. Parce qu'encore une fois, le consommateur a de moins en moins de temps. Il a besoin qu'on lui amène le produit là où il se trouve au moment où il en a besoin. Alors c'est clair qu'entre un truck où je peux embarquer beaucoup de marchandises et un vélo où je peux embarquer très très peu de marchandises, ça n'est pas déjà le même chiffre d'affaires. C'est pas le même investissement, mais c'est pas le même chiffre d'affaires. Et un truck, déjà qu'un truck a besoin d'être réapprovisionné pendant le service, sinon il ne passera pas le service, vous imaginez un vélo, quoi. Un vélo, c'est pire. Et est-ce que c'est une tendance et quel regard tu portes sur, je pense aux camions qui fument, qu'on connaît bien. Est-ce qu'il y a qu'à Paris où on peut se dire, tiens, je vais attendre 1h15 pour manger un burger debout? Est-ce que ça c'est une tendance ou est-ce que ça se voit ailleurs? Non, c'est pas une tendance. C'est un microcosme de Parisiens qui se gargarisent d'avoir fait 1h30 de queue pour manger le merveilleux burger de Christine Frédéric. Mais je doute fort que si on prend ce camion et qu'on le met à Limoges, on fasse un carton. Donc voilà, je crois qu'il y a des modes d'un microcosme parisien, puis après il y a les grosses tendances. Je pense que faire 1h30 de queue, ça n'a pas de sens. En revanche, la mobilité, amener le produit là où se trouve le consommateur, là je pense qu'il y a quelque chose de très fort. Et je regrette fortement que les municipalités, alors c'est peut-être la période électorale qui a freiné tout ça. Oui, je pense. Je regrette beaucoup que les municipalités, les grosses municipalités françaises, n'aient pas fait ce que le maire de New York a fait. Le maire de New York a eu le même problème que la mairie de Paris, sauf que lui, il n'a pas fermé les portes de New York, il a créé des rues de trucks. Qu'est-ce qu'il appelle? Est-ce que ça a un intérêt? Parce que l'intérêt du food truck, c'est qu'il soit en bas du bureau. Mais si on se retrouve dans une rue avec que des camions... Alors l'intérêt, c'est qu'il a voulu contrer les 3 vents contraires qu'on a en France, ouais. Et il en a 2 sur les 3 aux États-Unis. Les vents contraires qu'on a en France, c'est les municipalités qui n'en veulent pas, c'est les syndicats de restaurateurs qui ne veulent pas de concurrence déloyale en face de chez eux. Et le 3e vent contraire qu'on n'a pas encore entendu, mais le jour où on va l'entendre, ça risque de faire mal, c'est la répression des fraudes, avec qui j'ai eu une réunion il y a quelques mois et qui m'ont dit, vous rigolez quand même, vous faites des steaks et vous faites des frites dans la rue avec les pots d'échappement. Alors déjà que dans la restauration, on a des soucis, vous êtes dans la rue. Donc il faut faire très attention à ça. Alors la mairie de New York a créé des rues de trucks. Ce sont des rues d'habitat, donc il n'y a pas de nuisance puisque les gens ne sont pas là dans la journée. 1. 2, il n'y a pas de restaurateur puisque dans les rues d'habitat, il n'y a pas de restaurant ou alors il est à l'abri du chiffre d'affaires, le pauvre. Et 3, au niveau de l'hygiène, ils sont un peu moins regardants que nous. Et ces rues de trucks, tu as raison, sont isolées des flux, c'est vrai. Mais ils ne sont pas très très loin des flux, ce qui veut dire qu'en créant des concentrations de trucks, j'ai vu une des rues à New York il y a quelques mois, il y avait à l'intérieur 10 trucks de chaque côté de la rue, il y en avait 20, ce qui veut dire qu'à la limite, on va dans cette rue et puis on voit après ce qu'on mange. Donc les concentrations de trucks attirent évidemment beaucoup de monde. On se retrouve dans une logique comme on va dans un quartier où il y a beaucoup de restaurants au final. Mais c'est exactement pareil. On va dans un quartier où il y a beaucoup de restaurants et on dit on verra où on mange. Et le maire de New York a eu le même raisonnement, mais en les isolant pour ne pas avoir de problème de nuisance et pour ne pas avoir de problème avec les restaurateurs de New York qui voyaient ça d'un mauvais œil. Alors, il nous reste encore un tout petit peu de temps, mais je pense qu'on peut aborder un autre produit tendance. Pour ceux qui ne le savent pas, mais le burger est visiblement très à la mode. Notamment, il suffit de se promener un petit peu de l'autre côté pour voir, il y a notamment un acteur américain qui vient de faire son retour. Ça commence par un B et un K.
Je connais Je vois pas. pas. Et qui, avec son restaurant de Saint-Lazare, fait le deuxième meilleur chiffre d'affaires au niveau mondial. Tout ça globalement, est-ce que le burger c'est un produit de tendance ou c'est vraiment un produit de masse ou est-ce qu'il peut encore progresser parce que rien que sur le salon, il y en a beaucoup. Steak and Shake, Memphis Coffee, Quick. Alors d'abord, on est en train de se réveiller sur le burger. Il faut savoir que McDonald's et Quick vendent des burgers depuis 30 ans. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement rien de nouveau. Aujourd'hui, il est difficile. Il y a presque un concept qui se lance par semaine. Alors, il y a beaucoup de clones. Ce qui se lance effectivement de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le burger haut de gamme, le burger bio, le veggie burger, le burger tout frais, le burger avec des ingrédients bruts. Enfin, effectivement, chacun fait son burger à sa sauce, c'est le cas de le dire. Ce qui intéresse beaucoup les Français, c'est cette montée en qualité du burger. Ça les intéresse beaucoup. Mais là où le burger soudainement est en train d'exploser, c'est que il est sorti de l'univers naturel de la restauration rapide pour arriver chez les restaurateurs avec service à table. Vous avez en France, j'arrondis les chiffres, 100 000 établissements de restauration avec service à table. 75% de ces 100 000 déclarent avoir mis un hamburger à leur carte et il y a un tiers d'entre eux qui disent que ce burger est devenu leader des ventes. Donc on est passé en 2004 d'un hamburger vendu pour 9 sandwichs à 2013, un hamburger vendu pour un sandwich. C'est pas le sandwich a continué sa progression, c'est le burger qui a littéralement explosé. Et je pense qu'il explose pour deux raisons. La première, je l'ai évoqué au début, dès qu'on met un morceau de protéine entre deux morceaux de pain, ça cartonne. Le burger en est une forme, mais il n'y a rien de nouveau. Je répète, McDonald's et Quick nous font ce produit-là depuis 30 ans. Ce qui est nouveau, c'est la montée en qualité. On a travaillé avec un acteur il y a pas très longtemps, qui est un hôtel 5 étoiles, où on lui a fait faire, le propriétaire, il a failli s'évanouir quand je lui ai proposé ça, de monter une carte 100% burger, où on customise complètement son burger. C'est-à-dire qu'on choisit la race de sa viande, on choisit son pain au curry, pain au sésame, pain au chocolat, enfin bref. Et on choisit... Attends, tu as bien dit pain au chocolat. Si, pain au chocolat, ouais. Avec un sec ? Non, il n'y a pas de chocolat, c'est le pain qui est chocolaté. Mais il se vend celui-là. Bref, on customise complètement son burger avec des frites fraîches, etc. Son premier burger est à 23 €, le plus cher est à 32. Il faut réserver pour manger dans une partie de son restaurant. C'est complètement dingue. Qui aurait pensé, allez, j'allais dire il y a 10 ans, il y a 5 ans, que dans 5 étoiles, le burger fera un carton. Bon, pour rester encore dans le burger, quel regard tu portes? Parce que j'ai l'impression qu'on a l'impression que ce produit il est connu, mais ce marché s'est segmenté. Tu as parlé de montée en gamme, mais on a des gens qui revendiquent l'origine bio. Je pense aussi à Mob, qui a un très beau concept de veggie burger, donc un burger sans viande, oui, effectivement, qui cartonne. Et c'est assez impressionnant à voir. Je vous encourage à y aller, à Cité du Dé, dans le 13e. Est-ce que ça va encore se segmenter? Parce qu'on a l'impression que c'est ça la restauration. Il y a de plus en plus de produits, mais sur chaque produit, ça se segmente encore davantage. Ben oui, la segmentation continue et depuis une dizaine d'années, la France segmente tous ses marchés de la restauration. On parle du burger, mais je pourrais vous dire exactement la même chose de la pizza. La pizza est en train de se segmenter en France, alors qu'on est resté 30 ans avec la pizza ronde du pizzaiolo du coin avec sa bouteille de Chianti. Et là, soudainement, on monte en gamme. La segmentation du burger, on peut partir de McDo Quick. Si on monte d'un cran, on a toute la génération de burgers haut de gamme par les Big Fernand, Blend et toute cette bande-là. Si on monte d'un cran, on trouve une génération de diners comme Tommy's Diners, Memphis Coffee, HD Diner, etc. Si on monte encore d'un cran, il y a les restaurateurs dont on parlait tout à l'heure, les traditionnels, les grills qui ont mis des burgers à leur carte, sans parler des grills qui ont une gamme de burgers à leur carte. Et puis si on monte encore d'un cran, les étoilés Michelin aujourd'hui, il y en a environ 700 sur le territoire français. Il y en a 1 sur 2 qui dit qu'il a déjà mis un burger sur sa carte et qu'il fonctionne très bien. Donc la segmentation du burger, c'est très nouveau ce que je viens de dire là, parce que si on se remettait 10 ans en arrière, on dirait oui, il y a McDo, il y a Quick, point. Même 5 ans, je pense. Même 5 ans, oui, c'est vrai. En tendance qui n'a pas encore vraiment percé, est-ce que les cuisines du monde, entre guillemets, cuisine asiatique ou cuisine africaine, on voit des micro-réseaux, pourquoi ça ne perce pas plus au niveau national? Je parle au niveau avec des enseignes.
Les Français sont vraiment des traditionnels, mais alors à un point extraordinaire. J'ai pas le temps aujourd'hui, mais je pourrais vous expliquer que toute l'innovation produite en France n'a aucune chance de marcher. Il n'y a pas plus traditionnel dans ce que mangent les Français. Les rares cuisines qu'ils acceptent sont des cuisines de proximité. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne. Dès que vous allez un peu plus loin, on décroche très très vite. Le Mexicain existe, mais il n'a jamais fait un carton en France. La seule cuisine très lointaine qui fonctionne très fort en France, c'est la cuisine chinoise. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais les 3 cuisines les plus appréciées et consommées dans le monde sont dans le désordre, et j'insiste bien dans le désordre: France, Italie et chinoise. C'est les 3 cuisines les plus appréciées et consommées dans le monde. Et on s'aperçoit que l'Italie est très proche de nous, la française, on n'en parle pas, et la cuisine chinoise, les restaurants chinois, mais ça existe depuis 30, 40 ans en France. Le chinois du coin, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, ce sont les sushis, mais pas le chinois. Et les Chinois transformés en sushi. Les Chinois qui se transforment en sushi. Mais pour répondre à ta question, oui, l'exotisme n'est pas très très déployé en France. Parce que ça, est-ce qu'on peut s'attendre parce que les Français voyagent de plus en plus, on a des chiffres. Oui. Et donc, alors est-ce que pour autant... Oui, le problème, c'est que ça fait des années qu'on dit qu'ils voyagent de plus en plus. Ils voyagent de plus en plus, mais ces cuisines-là ne font toujours pas de carton. Enfin, c'est pas qu'elles font pas de carton, elles existent. Oui, mais c'est pas des gros cartons comme la chinoise, comme l'italienne, etc. Voilà. D'accord. Bah écoute, Bernard, je pense tu as passé en revue. Maintenant, on a un petit peu débordé. Et si vous avez des questions à poser à Bernard sur le marché, j'ai pas mes lunettes, je suis désolé. J'arrive quand même à voir. Oui, bonjour. Je voudrais avoir votre avis sur l'impact du label Fait Maison sur la restauration en France. L'impact, il a déjà eu lieu, à mon avis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le débat du fait maison, ça fait longtemps qu'il est dans les têtes des consommateurs. Et il fut une époque où le consommateur demandait d'où vient votre viande, provenance, alors d'Allemagne, d'Argentine, etc. Et aujourd'hui, le consommateur, mais pas aujourd'hui, ça fait déjà quelques mois, qu'il pose un autre type de question dans le restaurant. Est-ce que ça, c'est fait ici? Et là, ça va poser des problèmes à certains de répondre à cette question-là. Alors, le fait maison, pour répondre à votre question, le process est déjà parti dans les esprits. Le décret va pas tarder à sortir. Je ne sais pas si vous avez lu le texte. J'ai pas tout compris. Et je ne sais pas qui va comprendre d'ailleurs, enfin bref. Mais de toute façon, le problème n'est pas là. Le problème est que le consommateur est déjà passé au stade de savoir si ce qu'on lui met dans son assiette, dans son sandwich, dans sa salade, ce que vous voulez, est fabriqué derrière ce mur. Et quand je dis derrière ce mur est de plus en plus transparent, voire ouvert, parce que le consommateur veut de plus en plus des établissements où on voit tout. Il a besoin de voir. Pourquoi il veut voir? Pour être assuré. Pourquoi il a besoin d'être assuré? Parce qu'il a des doutes. Il a des doutes sur la sécurité alimentaire, hygiène, provenance, etc. Et puis il a des doutes sur ce fameux débat fait maison. Il a peut-être découvert, parce qu'il ne le savait peut-être pas, qu'il y a encore des restaurateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou certains ont vu ce reportage sur Envoyé spécial il y a 1 an et demi. Et dès qu'on parle de bouffe à la télé, ça fait une très grosse audience. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et ce numéro d'Envoyé spécial a fait une audience record. Et ce qui a beaucoup marqué les Français, c'est dans ce reportage d'Envoyé spécial, il y avait un patron d'une grosse boîte d'industrie agroalimentaire qui parlait flouté, avec une voix complètement déformée, et qui a affirmé quelque chose, que je vous redis, qui est de dire que 75% des restaurateurs de ce pays ne fabriquaient plus rien. Il l'a affirmé. Et il a été présenté comme un des leaders fournisseurs de la restauration. Je ne confirme pas ni infirme pas ce qu'il vient de dire. 75% des restaurateurs de ce pays qui ne fabriquent plus rien, je suis un tout petit peu étonné. Mais cela dit, ça c'est rentré dans la tête des gens, parce que quand vous êtes dans votre fauteuil et que vous entendez ça, vous vous posez de sérieuses questions. Mais pour aller un peu plus loin, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de poser des problèmes à des franchisés qui aujourd'hui sont tenus par des contrats vis-à-vis de leurs franchiseurs, donc, où justement ils n'ont pas la possibilité donc, de faire de la cuisine? Qu'est-ce que je peux répondre à cette question-là? Puisque vous avez déjà signé votre contrat, apparemment, j'aurais tendance à dire, ceux qui ne l'ont pas encore signé, faites attention à ce que vous signez. Moi, j'encourage beaucoup, on travaille beaucoup avec des franchiseurs aujourd'hui et des restaurateurs.
Et les franchiseurs, je leur dis de plus en plus, vous allez être obligés dans les années qui viennent de laisser une part d'initiative locale à vos franchisés. Et quand je parle de l'initiative, on sait de quoi on parle. On parle de la carte et de certains produits. Mais attention, à partir du moment où on laisse une initiative, il va falloir du matériel pour fabriquer. Et ça nécessite du personnel, ça nécessite un savoir-faire. Il faut faire très attention. On rentre dans un processus qui est compliqué. Alors quand on a 5 ou 6 points de vente en France, ça va. Quand on en a 300-400, ça devient très compliqué. C'est un vrai débat. Si vous avez des questions, faites-moi signe, je ne vois pas très bien. Derrière toi, Samuel. Où? Ah, j'aurais dû rester de ce côté-là. On a concentré toutes les questions du même côté, c'est un hasard. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez vous en parliez tout à l'heure, de l'arrivée de Burger King en France, sur un marché qui est très très couvert par McDonald's aujourd'hui, je crois 1200 points de vente, et par un Quick qui, selon les rumeurs, n'allait pas si bien que ça. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une problématique de cannibalisation entre les points de vente? Et est-ce que vous pensez que c'est l'avenir du hamburger, ou est-ce qu'au final, ça pourrait disparaître pour partir sur du plus haut de gamme, d'autres enseignes qu'on ne connaît pas encore? Alors déjà, je voudrais rétablir les choses. On est en train de parler d'une marque qui, à l'heure où nous parlons, a 3 unités sur le territoire, contre 2 autres acteurs, un qui en a 1400 et l'autre qui en a 360 ou 380. Je ne sais pas si vous voyez de quoi on parle. Il faut rétablir les choses. 1, 2, je ne vois pas vraiment comment Burger King va pouvoir rattraper. Alors, je ne parle même pas de McDo, 1400, même Quick ne rattrapera pas McDo. Je ne vois pas comment on peut rattraper Quick et McDo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les bons emplacements, où sont-ils? Ils sont tous pris par McDo, Quick, Brioche Dorée, Paul, Subway, etc. Enfin, je veux dire, ils sont où les bons emplacements? Alors, si on veut monter 400 ou 500 ou 600 boutiques dans les 10 ans qui viennent, il va falloir qu'on se mette où? C'est ma question, je ne sais pas où. C'est pour ça que je parle de cannibalisation. Est-ce qu'ils ne vont pas racheter des emplacements existants qui sont... Alors dans ce cas-là, il faudrait que Burger King fasse une acquisition. Alors, mais ça peut se faire site par site. Ça ne veut pas dire nécessairement racheter une chaîne. Ça va être lent. Alors ils vont acheter quoi? Ils vont acheter les troquets du coin qui ferment les uns après les autres. Oui, c'est pas mal. C'est très lent comme stratégie de développement. Après, racheter des indépendants un par un, ça va être très très lent. Après, il faut faire des travaux, il faut vérifier les emplacements. Les établissements vont être trop petits. Enfin, une enseigne comme Burger King, je pense, a besoin quand même de surface pour s'exprimer. C'est compliqué, hein, c'est très très compliqué. Je ne dis pas que ça ne va pas être possible, mais le rythme annoncé me paraît un peu ambitieux. En 97, il serait resté, je pense que ça n'aurait pas été pareil. Et il y a une autre chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ne la jouent pas premium. Ça, je suis vachement étonné. Ils auraient analysé le marché français, ils auraient vu qu'on se mettait au burger premium. Je sais pas, moi je connais des burgers en Espagne, au Portugal. Je sais pas si vous connaissez des Burger King, pardon, en Espagne, au Portugal, qui sont vraiment très haut de gamme, très premium. Et j'étais intimement persuadé, avant que Marseille ouvre, qu'ils allaient faire ça. Et dès que Marseille a ouvert, j'ai pris un avion, j'étais voir à Marseille, je me suis dit enfin on va avoir du premium. Et ben non. Là, j'ai toujours pas compris non plus. Alors, il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans cette affaire-là, mais peut-être que l'avenir va nous montrer quelque chose de surprenant. On sait jamais. C'est pas 600, c'est 350, 400 dans 10 ans. Burger King, c'est 350 à 400 restaurants dans 10 ans. Ce qui veut dire 35 à 40 par an. Il faut savoir que McDo en ouvre péniblement 25. Je dis bien péniblement. Et je ne vous parle pas des autres qui en ouvrent 2, 3. Vous savez qu'aujourd'hui, un réseau en France, quand il ouvre 10 à 15 points de vente par an, c'est une très belle perf, hein, très belle performance. C'est énorme. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se développer. C'est parce que les bons emplacements sont de plus en plus rares, c'est tout simplement. Tu vois une... Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci. Merci en tout cas d'avoir assisté à cette conférence. Merci à vous.